le MDR. Le fameux MDR, oui. Voilà. On entend absolument tout et son contraire sur cette thérapie par les mouvements oculaires. C'est un peu la jungle pour qui essaie de s'y retrouver. Mais qu'en est-il, vraiment? Surtout en France où ça a l'air particulièrement flou. Alors pour y voir clair, on a mis la main sur des extraits d'un guide CQFD de l'EMDR. Oui, un guide qui essaie de démêler un peu tout ça. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le MDR en France, qui a le droit de le pratiquer et ce que valent ces fameuses certifications. Ce qui est fascinant avec ce document, c'est qu'ils attaquent tout de suite par le réglementaire, les titres, les marques. Ah oui, direct. On sent tout de suite que c'est là que ça coince. Avant même de parler du fond de la thérapie, la question c'est qui a le droit de mettre quelle plaque sur sa porte. C'est un vrai point de friction, on dirait. C'est crucial. Que ce soit pour une personne qui cherche de l'aide ou une personne qui veut se former, il faut savoir distinguer ce qui est de la loi, ce qui est du marketing d'une association et ce qui est juste une idée reçue. C'est un vrai travail de débroussaillage. Et Je suis un peu tombé de ma chaise. Il est écrit noir sur blanc, le MDR n'est pas une pratique réglementée par l'État. C'est sérieux? c'est on ne peut plus sérieux. Et c'est l'information, je pense, la plus fondamentale de tout le dossier. C'est fou. Je cite un petit passage. L'enseignement et la pratique des thérapies par les mouvements oculaires sont libres et... Attends, mais ça veut dire que si je pousse le bouchon, mon boulanger, s'il a envie, il fait une formation le week-end et lundi, il ouvre un cabinet praticien EMDR. C'est ça que ça implique légalement. Légalement, sur le plan strict de la pratique EMDR, on n'est pas si loin. C'est dingue, hein. Bien sûr, attention, il y a d'autres lois. On ne peut pas usurper le titre de psychologue ou de médecin. Ces titres-là sont protégés. D'accord, heureusement. Mais le titre praticien EMDR, lui, en tant que tel, non, il n'est pas protégé par la loi. Et c'est ce vide qui rend la situation si confuse. Et qui met une responsabilité énorme sur la personne qui cherche de l'aide, j'imagine. Une énorme responsabilité, oui. Celle de vérifier elle-même la solidité du praticien qu'elle a en face d'elle. Ok, point capital. Ça m'amène direct à la deuxième idée reçue que le document démonte. On pense souvent, pour se rassurer, que c'est réservé aux médecins, aux psychologues. L'élite de la santé mentale, en quelque sorte. Voilà, mais si l'État ne dit rien, j'imagine que... non. Ben non, c'est la conséquence directe. Le document est très clair là-dessus. La pratique de l'EMDR n'est réservée à aucune catégorie professionnelle. Donc un coach, un sophrologue, Un hypnothérapeute, oui, puisque la loi ne fixe aucune condition de diplôme de base, n'importe quel professionnel de la relation d'aide peut, en théorie, se former. on peut y voir une ouverture. On peut, oui. Ça permet d'ajouter un outil puissant à sa pratique. Mais c'est aussi là que le bas de blesse, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant. Vigilance, c'est le mot. Et ça se complique. Parce que si tout le monde peut se former, on se raccroche à quoi? Au diplôme. On se dit, je vais voir quelqu'un qui a le diplôme officiel. Sauf que, Sauf que ça n'existe pas. voilà, C'est le troisième mythe que la source fait exploser. Il n'existe aucun diplôme officiel en EMDR. Le mot diplôme a une valeur juridique. En France, il est délivré au nom de l'État. ce n'est pas juste un but de papier. Exactement. Ce que les organismes de formation délivrent, et le document insiste bien, y compris l'association EMDR France, ce sont des certificats privés. Mais pour le grand public, un certificat encadré sur un mur, ça a l'air officiel. La nuance est... Elle est subtile, mais juridiquement, elle est énorme. Un certificat, ça atteste que vous avez suivi une formation auprès d'un organisme privé. Point. Ça n'a pas la reconnaissance d'un diplôme d'État. D'accord. C'est une distinction essentielle pour ne pas se faire avoir. C'est pour empêcher un organisme de laisser croire qu'il a une légitimité supérieure qui viendrait des pouvoirs publics. D'accord. Terrain déminé. Donc, pas de réglementation, pas de profession réservée, pas de diplôme officiel. Alors, si on veut bien faire les choses, ça ressemble à quoi une formation sérieuse? Comment on devient praticien en EMDR dans un cadre, disons, à minimum professionnel? Alors là, on entre dans le cadre légal de la formation professionnelle. Les écoles sérieuses sont des organismes de formation déclarés, par exemple auprès de la Directect à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait Calliope, ce genre de choses, hein. Voilà, il y a des labels qualité comme Calliope qui a remplacé Datadoc. Ça veut dire que ces organismes existent légalement, qu'ils sont audités sur leur méthode. Et à la fin d'un parcours complet, avec de la théorie, de la pratique, des évaluations, Le parcours classique d'une bonne formation. oui, eh bien, ils délivrent leur certificat privé, par exemple un certificat de praticien en EMDR. Et c'est là qu'on arrive au nom que tout le monde connaît, EMDR France. On voit des praticiens EMDR France partout.
si ce n'est pas un diplôme, c'est quoi le label de qualité ultime? Le MOST? Et voilà, on touche au cœur du problème que la source veut éclaircir. Et c'est presque du droit des affaires, en fait. Ah oui? Oui, EMDR France, le document l'explique bien, c'est une marque déposée à l'INPI. D'accord, comme une marque de voiture ou de yaourt. C'est exactement ça. Et la distinction est fondamentale. L'enseignement et l'usage de la technique EMDR, la méthode, sont libres. N'importe quel organisme de formation en règle peut l'enseigner. En revanche, l'usage du nom EMDR France, ça, c'est protégé. Seule l'association qui détient la marque peut certifier des gens avec ce titre. Donc, si je reformule pour être sûr, il y a la recette de cuisine, la thérapie EMDR, que tout le monde peut apprendre et enseigner. C'est ça. Et il y a le restaurant 3 étoiles, la maison de l'EMDR France, qui est le seul à pouvoir mettre ce nom sur son enseigne. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et le document va plus loin. Ah, Il précise que cette association, EMDR France, qui est affiliée à une structure européenne, a fait un choix qui lui est propre. lequel? Celui de ne former que certaines catégories professionnelles. En gros, les psychothérapeutes, psychologues et médecins. D'accord. Et le document qualifie ce choix, je cite, de stratégie commerciale qui ne regarde qu'elle. Oula, c'est assez direct, hein. Très direct. Mais attends, on pourrait aussi voir ça comme un gage de sérieux, non? De réserver ça à des professionnels de la santé mentale qui ont déjà un gros bagage? Ça peut rassurer? Bien sûr, on peut le voir comme ça. Mais le document le présente sous cet angle pour bien souligner que cette restriction n'est pas une exigence de la loi. Ah, d'accord. Quand une méthode devient populaire, il y a toujours une tension entre ceux qui veulent un accès large et des organisations qui essayent de créer un label de prestige en fermant les portes. Du gatekeeping, comme on dit. Voilà. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce que le but premier, c'est de garantir la qualité ou de contrôler le marché? La source penche clairement vers la deuxième interprétation. En affirmant que d'autres écoles forment aussi bien, même si les gens ne sont pas médecins ou psy. C'est l'idée. C'est beaucoup plus clair. Laissons ces querelles de côté, même si c'est très éclairant. Revenons à la thérapie elle-même. Le document la décrit comme très puissante. C'est un mot fort. Qu'est-ce qui la rend si puissante? Elle repose sur quoi? Elle repose sur une hypothèse de départ qui est à la fois simple et assez vertigineuse. C'est que notre cerveau posséderait un système de réparation psychologique inné. Un système d'auto-guérison. C'est ça. Le document l'appelle le TAI, pour traitement adaptatif de l'information. L'idée, c'est qu'on est biologiquement programmé pour digérer nos expériences, même les plus dures, pour les intégrer et passer à autre chose. Un peu comme le corps qui sait cicatriser une plaie, notre esprit saurait cicatriser un souvenir. C'est l'analogie parfaite. Absolument. Et selon cette théorie, un traumatisme, c'est un moment où ce système de cicatrisation se bloque. Il est en panne. Exactement. Le souvenir de l'événement reste coincé, brut, non traité dans notre système nerveux. Il n'est pas rangé dans la bibliothèque de nos souvenirs. Il reste sur la table du salon avec toute la charge émotionnelle, les sensations, prêt à être réactivé à tout moment. Et l'EMDR, ce serait l'outil pour forcer le rangement? Pour relancer la machine, oui. Imagine que ton cerveau est une immense bibliothèque. Chaque jour, tu y ranges les livres de tes expériences. Un trauma, c'est un livre énorme, chaotique, qui tombe en plein milieu d'une allée et bloque tout le passage. D'accord, je vois l'image. Le MDR, avec les stimulations bilatérales, les mouvements des yeux ou les sons, ce serait comme un bibliothécaire spécialisé qui arrive. Il ne lit pas le livre à ta place. Mais il t'aide à le feuilleter, à séparer les pages, à nettoyer ce qui a débordé pour que tu puisses enfin le décomposer et ranger les chapitres à leur place, dans la section Histoire. Le livre est toujours là, mais il ne bloque plus tout. Il est à sa place, il ne dégouline plus partout. L'image est parlante, non? Incroyablement parlante, oui. Et la comparaison du document avec l'hypnose, elle vient de là? Oui, tout à fait. Quand la source dit que l'EMDR est très proche de l'hypnose, elle suggère que ces stimulations nous mettent dans un état de conscience un peu modifié. Un état où le cerveau est plus malléable. Plus plastique, oui, plus apte à faire de nouvelles connexions. Ça permet de contourner notre esprit conscient, celui qui analyse, qui juge, pour aller parler directement aux parties plus profondes du cerveau où le souvenir est bloqué. C'est pour ça que c'est une thérapie brève. C'est pour ça qu'elle est brève et puissante. Elle va directement à la source du blocage. D'accord. Je comprends mieux le mot puissant, et du coup, je comprends aussi beaucoup mieux la mise en garde finale du document. Ah oui, elle est essentielle. Après avoir expliqué que tout est libre, il termine par un avertissement très ferme. Ça pourrait sembler contradictoire. C'est la clé de voûte de tout le reste.
Justement parce que c'est puissant, parce que ça touche au cœur du réacteur psychique, il faut que ce soit manié avec d'infinies précautions. 2 critères sont non négociables. Le premier, j'imagine, c'est la formation. Évidemment, le praticien doit être formé à l'outil, pas juste avoir lu un livre, avoir suivi une formation structurée avec de la pratique encadrée. Et le deuxième critère? Le deuxième, c'est peut-être le plus important pour la sécurité de tout le monde. Le praticien doit être supervisé. Supervisé, c'est-à-dire. Ça veut dire qu'il ne reste pas seul dans son coin avec ses cas, il va voir régulièrement un autre professionnel, plus expérimenté, un superviseur, pour parler de sa pratique, de ses difficultés, de façon anonyme bien sûr. C'est une sorte de contrôle qualité permanent, en fait. C'est un contrôle qualité, c'est de la formation continue, et c'est une soupape de sécurité éthique. Face à des traumatismes, le thérapeute peut être touché ou se retrouver dans une impasse. Il n'est pas infaillible. Personne ne l'est. La supervision garantit qu'il prend du recul, qu'il ne s'enferme pas dans ses certitudes. Pour le document, c'est un indispensable. Un bon praticien est un praticien supervisé. Bien. Si on fait le bilan de ce que ces sources nous disent, c'est un tableau assez contrasté. On peut dire ça, oui. En France, l'EMDR, c'est une sorte de Far West réglementaire. Pas de contrôle de l'État, il n'y a pas de diplôme officiel, mais des certificats privés, et il faut Il faut absolument. absolument faire la différence entre la technique EMDR, qui est libre, et la marque EMDR France, qui est une association avec ses propres règles du jeu. C'est la synthèse parfaite. Et le message final qui en découle, c'est... Celui de l'autonomisation. Exactement. Le document lui donne les clés pour devenir un consommateur averti, en quelque sorte. Ça veut dire qu'avant de s'engager, il faut enquêter, poser les bonnes questions. Du genre, Quelle est votre formation exacte? Quel organisme vous a certifié? Depuis quand vous pratiquez? Et surtout, la question qui tue. êtes-vous supervisé? Et par qui? Voilà. Le titre sur la plaque, quel qu'il soit, ne dit pas tout. La vraie garantie, c'est la solidité du parcours et l'engagement du praticien dans cette démarche de contrôle. C'est limpide. Et pour finir, le document nous laisse avec cette image très, très forte d'un système de réparation psychologique inné. Oui, cette idée que la solution est déjà en nous. Que des thérapies comme l'EMDR ou l'hypnose pourraient juste réactiver. Ça ouvre une réflexion assez fascinante pour la suite. Si notre esprit possède de telles capacités d'auto-guérison, combien d'autres clés, d'autres approches, peut-être moins connues, existent pour accéder à cette pharmacie intérieure? Et comment au quotidien, on pourrait apprendre à mieux écouter ces mécanismes naturels, pour en prendre soin avant même que les blocages ne s'installent?